Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. On se retrouve pour cette partie 2 sur la parentalité. Ah, attendez. Il faut qu'on soit vigilant, parce que les parties 2 sont toujours dégueulasses. Il y a toujours des mauvais films, là. C'est le numéro 2, c'est toujours pourri. C'est vrai. Et bon, moi, j'ai vraiment très, très peur de ça. Ok. Donc, si vous pouvez prendre soin de moi et vous dépasser un peu, ou en tout cas faire un minimum, un peu mieux que tout à l'heure, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait des blagues? Ouais, essayez d'être drôle, s'il vous plaît, pour une fois. D'accord. Non, Ok. mais pour de vrai, D'accord. c'est une vraie demande. Ok. Ok, Merci. super. En femme soumise, je t'écoute, chérie. Alléluia. On peut y aller. Allez, bon, du coup, je reprends mes questions. Est-ce que la prise de conscience des parents quant à leurs propres besoins et émotions peut aider les enfants à cultiver leur propre bien-être émotionnel, leur estime de soi? Et est-ce que les parents doivent tout dire de ce qu'ils ressentent, de leur, Intéressant. au niveau émotionnel, etc. Ouais, ok. Du coup, on la coupe en deux, la Ouais, question. si tu veux. C'est ce que tu veux. Je fais ce que je veux? Ouais. Pour une fois. Rigole, Orlan, il faut que ce soit Non, drôle. non, il faut pas que je Ouais, parte. essaye d'être drôle, s'il te plaît. Comme le disait l'autre jour, l'enfant va construire la somme de ses programmes inconscients, donc de ses lignes de code. Donc dans son système inconscient et conscient, il y a ce qui est juste et qui amène de l'amour, et ce qui est non juste et qui amène de la peur et du rejet. Donc, comment le système va intégrer toutes ces lignes de code par le ressenti corporel quand il est en présence de ses parents. Donc, effectivement, un parent qui prend soin de lui, c'est-à-dire qui prend conscience du fonctionnement émotionnel de l'humain, de la prise de conscience des programmes inconscients, ce qui va le libérer forcément d'une bonne partie de la culpabilité et de la peur d'être un mauvais parent. Bien sûr que ça libère automatiquement l'enfant de tous ses contrats de fidélité, puisque chaque fois qu'on s'oublie pour son fils, sa fille, ça crée un tout petit contrat de fidélité. Une tension, il y a un dû qui traîne. Donc si je m'oublie pour toi, dans l'inconscient, c'est à cause de toi, donc tu me dois un retour. Et donc ça fait une condition à l'amour, donc un contrat qui contraint. Il me doit quelque chose, donc il n'est pas libre d'être qui il est. Mhm. Donc bien sûr que toute prise de conscience des parents du fonctionnement de leur propre fonctionnement intérieur va forcément être grandement bénéfique à leurs enfants. Plus ils comprennent en profondeur qu'ils sont l'expression de leur programme inconscient et qu'eux-mêmes, en tant que parents, répètent ce qu'ils ont vu dans leur enfance, surtout quand ça va vite, qu'ils perdent patience, qu'ils paniquent, parce que c'est intense, parce qu'émotionnellement c'est confrontant. Donc là, ils perdent toutes leurs ressources d'adultes, et donc ils vont fonctionner exactement comme ils ont vu leurs parents fonctionner quand ils avaient entre 0 et 7 ans. Donc, plus on comprend ce fonctionnement, moins on culpabilise, moins on a peur, plus on est libre. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de les laisser libres. Et pour la deuxième partie de la question, est-ce que tu t'en rappelles, Orlan? Non, pas du Non, tout. pas du tout. C'était quoi? Est-ce que les parents Ah oui. doivent forcément exprimer toutes leurs Ouais. émotions et tout ce qu'ils ressentent à leurs enfants? Tout dire et exprimer les émotions. Alors, souvent, on entend, mais non, je peux pas lui dire ça, je vais lui faire porter quelque chose si je lui explique. Je vais le blesser. Je vais il le va croire que c'est blesser. de sa faute. Il adore sa mamie, je peux Ouais. pas lui dire, je peux pas critiquer ma mère. On rappelle que l'enfant, même si c'est
tout le monde, on est des êtres vibratoires, que l'enfant, c'est pas ce que je dis, mais ce que je sens. Donc, de toute façon, si j'ai un dossier, l'enfant va sentir ce dossier. Donc, évidemment, non, mais je peux pas lui dire ce que je ressens. Bah si, en fait. Et c'est pas... quand tu as démarré tout à l'heure, je me disais, mais non seulement c'est évident, mais c'est nécessaire. C'est la seule voie de liberté. C'est-à-dire que si... moi, j'aime les exemples concrets, mais si... je sais pas, mon enfant il fait quelque chose et que chez moi, ça génère de la colère, c'est pas en essayant de lui trouver une solution, en lui disant « T'inquiète pas, la prochaine fois, je serai moins en colère. » Parce que j'en sais rien. Il est possible que la colère revienne, évidemment. Mais par contre, de lui dire « En fait, quand tu as fait ça, voilà comment je me suis sentie. Mais toi, ne change rien. Tout à l'heure, tu as pleuré 2 heures. Je t'ai demandé d'arrêter. J'ai dit « Stop, ça suffit, on pleure pas. Hein. » Je vais aller le voir en disant « Mais en fait, quand tu pleures, voilà comment je me sens. J'ai l'impression d'être une mauvaise mère. J'ai l'impression, je me sens impuissante face à ton désarroi. Et du coup, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas toi qui génère cette colère. C'est une colère que j'ai à l'intérieur de moi. Que quand ça fait ça, quand tu vis cette expérience, ça me rappelle celle-là. Et voilà comment je me sens. De toute façon, dans la vibration, je suis en train de fumer et je suis en train de dire il faut pas fumer. Mon corps, quand il fume, il est détendu. L'enfant est à la vibration. Super, fumer égale détente. Hein. Même si je dis que c'est pas bien. Hein. Donc, c'est pas parce que je lui dis qu'on n'est pas dans le langage. On est dans le langage corporel qui est le langage émotionnel. On est connecté à ça. Donc, si je dis à chaque fois comment je me sens, on n'est pas au même endroit que tu devrais ne pas faire ça. Tout à l'heure, je reviens là-dessus et peut-être qu'on en reparlera ou pas parce qu'on pourrait passer des vies à parler. Mais tout à l'heure, Eric parlait du retour dans l'inconscient, en fait, parce que quand on avait fait la vidéo, on avait eu beaucoup de retours qui rejoignent l'égoïsme. C'est pas pareil si je dis à mon enfant avec tout ce que j'ai fait pour toi. Là, c'est vraiment là, je crée un contrat qui dit tu m'en dois une. Tu m'en dois une. C'est grâce à moi, dans l'inconscient, ou même je peux le dire carrément en conscience, hein, tu sais, c'est moi qui t'ai poussé pour l'école. Et t'as vu là où t'en es aujourd'hui ? Mais il y a un autre enfant ou une autre personne, je vais l'avoir poussée et elle n'aura pas pris le bus, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est nécessaire de voir, c'est que quand mon enfant me ramène un 10, chez moi, ça se sert. Donc, je vais lui demander de travailler plus, de travailler mieux, d'oublier ses passions, parce que dans mon système, j'ai besoin qu'il soit le meilleur à l'école, parce que dans mon système, j'ai peur qu'il ne trouve pas de travail. Dans l'inconscient collectif, il y a souvent ça, même si tout le monde sait que ça n'a aucun lien. Mais l'inconscient collectif, on se fait saisir, quoi. Et c'est pas la même chose de dire, du coup, tu ramènes un 10 et avec ça, comment tu te sens, hein, ou un 0, hein. Du coup, il risque d'y avoir une sanction, etc. Et avec ça, comment toi, tu le vis ? Et moi, comment je le vis ? En fait, je suis désolée. Et quand tu me ramènes un 18, ça me rassure, parce que j'ai très, très peur. Et quand tu me ramènes un 10, ça vient réappuyer, ou un 4, on s'en fout. Ça vient me réappuyer sur une part de moi qui a très peur, parce que ça me raconte que tu risques de pas trouver de travail, que c'est à cause de moi. Et c'est ça le sujet. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le 4 ou avec le 18. Et quand j'y vais dans mon ressenti et que je le dis, c'est ça qui va libérer l'autre. Parce que de toute façon, l'autre, qu'il ait un 4 ou un 18, il va prendre la responsabilité de ce... Mais je ne vais pas lui rajouter « je t'aime » à condition que tu me ramènes un 18. Si je ne dis pas comment je me sens, je lui rajoute ce poids, en fait. Dans l'inconscient. Hein. Bien sûr. Il y a la mère qui dit « je divorce pas, je pouvais pas, c'est pour vous les enfants ». Contrat. L'enfant, toutes les fois où il a vu la mère pas heureuse s'oublier, il en porte la responsabilité. Dans l'inconscient, on n'est pas des dindes. Hein. Dans l'inconscient, quand je crois que j'ai fait quelque chose pour l'autre, ça c'est vraiment pour essayer de rebondir sur la vidéo qu'on avait faite. Si dans l'inconscient, je ne vois pas que je ne fais les choses très égoïstement que pour nourrir une part de moi blessée, je mets en dette l'autre. Et alors, tant mieux, parce qu'il y en a qui disent « mais non, moi quand je fais quelque chose, j'attends rien ».
Bon, bah alors, ce que je te dis, On ne t'énerve a très pas. souvent cette réponse, ouais. Ouais, tu vois. Mm. Donc, ça veut dire que toi, sur ce sujet-là, d'abord, t'es pas concerné et c'est super. Et du coup, ce que je dis, ça glisse en fait. Mais si ça glisse pas, si ça t'énerve quand je dis que d'aller voir que dans l'inconscient, il y a une part de toi peut-être qui attend un retour quand elle donne, si ça t'agace, C'est qu'il y en a une. c'est qu'il y en a une. Sinon, ça t'agace pas. Donc, c'est la même chose. Hein, oui, moi, ma mère, grâce à elle, j'ai fait ça. Non, non, non. Ça n'a jamais été grâce à elle. Par peur de perdre son amour, pour pouvoir lui plaire, parce qu'elle a été présente, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'être présente, puisque sa propre mère n'était pas présente. Elle a dit, moi, je ne ferai pas ça. Donc, ce n'est pas grâce à elle. C'est moi qui, quand j'ai vu ça, ça m'a permis de bien faire ou de mal faire, qu'importe, parce que ça n'existe pas, ça non plus. Mais ce n'est toujours pas grâce à l'autre. Moi, je me souviens quand on ramène les notes, t'as vu, j'ai ramené un 18. T'es fier de moi ? Ouais. Mais ce qui est important, c'est d'abord de savoir si l'enfant est fier de lui. Et du coup, avec ce 18, comment tu te sens ? Ah bah moi, je suis contente. Bah génial ! Et moi, quand je te vois contente, je suis contente que tu le vives bien. Et même, je peux rajouter, mais mon ego, il raconte que c'est un peu grâce à moi. Tu vois, bon, c'est mignon de faire ça. Mais c'est vraiment... c'est fou, quoi. Ah, je suis fière de toi. Non, est-ce que toi, t'es fière de toi ? Là, on ramène l'autre à sa responsabilité, à son autonomie. Et non, sinon, je crée une dépendance. L'enfant peut entendre on m'aime avec un 18, on m'aime pas avec un 4. Toi, comment tu te sens avec ce 4 ? Bah, je me sens mal parce que ok. Et du coup, avec ça, est-ce que tu as envie de continuer à être triste parce que tu fais de toute façon toujours de ton mieux ? Tu as un 4, tu as une sanction, c'est la règle. Et avec ça, comment tu es ? Mais pas, tu devrais faire autrement. Tout ça, c'est des conditions. Tu feras mieux la prochaine fois. Tu feras mieux la prochaine fois, comme si la première fois, il avait fait exprès. C'est ça. Et à noter que d'une manière automatique, dès qu'il y a une expérience douloureuse dans une famille, les enfants en prennent la responsabilité totale. Je le note. Alors, du coup, c'est une proposition en tant que parent de dire quand il y a quelque chose qui crée de la tension, un problème, je ne sais pas, une dispute. Financier, une dispute, un problème au boulot, même si c'est vraiment dans votre monde à vous, en tant qu'adulte, l'enfant va en prendre la responsabilité. Parce qu'il sent que son environnement se tend, il y a moins de liberté, moins d'amour, moins de cohésion, et il va en prendre la responsabilité. Donc, surtout, quand vous n'êtes pas bien, c'est de l'exprimer, et d'exprimer aussi que votre enfant n'a absolument rien à voir avec ça, et qu'il peut retourner à son essence, c'est-à-dire découvrir le monde des jouets. Et cette essence de découvrir le monde des jouets, j'ose espérer qu'il y a la place jusqu'à 13, 14, 15, 16 ans. On a bien assez de temps pour se faire avoir par le monde adulte et perdre son âme d'enfant. Et du coup, ça me fait rebondir immédiatement. Pour moi, le seul but d'une vie, c'est de devenir adulte le moins longtemps possible et de redevenir enfant. Je le souhaite à tout le monde, vraiment. T'as réussi ? Je sais pas sûr. Orlan, il a réussi ? Il a réussi. Je le vois jouer ce matin à sa voiture. Et puis, quand il réussit pas, c'est parfait aussi. Du coup, est-ce que vous avez des tips pour équilibrer l'autonomie des enfants et la nécessité de parfois fixer des limites pour leur sécurité, etc. Ouais. En tant que papa défaillant, non. Mais si on raconte une histoire, voilà, j'ai aucune vérité, aucune leçon à donner à qui que ce soit, parce que vraiment, je le pense sincèrement, je suis défaillant autant que génial à d'autres endroits. Mais il n'y a pas de tips, parce qu'en fait, il n'y a pas deux expériences identiques. Je ne sais pas si on prend un enfant qui fait rien, alors qu'il vit en communauté avec ses frères et sœurs, les parents et compagnie, qui range rien. Une fois,
mon élan, ça va être de dire, continue ton expérience et nous, on va faire la nôtre. Parce qu'en fait, chacun de nous, on va aller voir ce que ça nous fait, nous, de ranger pour toi. Donc, ne change rien, on t'aime comme tu es. Et si tu es comme ça, c'est pas pour rien. Et la même expérience 2 jours après, parce qu'il y a un dossier supplémentaire, parce que la maman est fatiguée ou qu'elle a eu une mauvaise nouvelle et compagnie, là, pour le bien commun de la famille, je vais aller lui dire, non, là, c'est stop, tu nous aides, on a vraiment besoin de toi. Et c'est pas une condition, parce que toute la communauté familiale a besoin qu'on se serre les coudes aujourd'hui, donc je t'impose. Parce que tout le monde est fatigué, parce que voilà, c'est... Et donc, il n'y a pas de tips, on ne sait pas. Un jour, je vais lui dire, fais ce que tu veux. Le lendemain, je vais lui dire, hop, on recadre tout. Après, c'est le propre de la difficulté de la parentalité. Comment je pose un cadre qui respecte tout le monde sans priver mon enfant de liberté et d'unicité, quoi. C'est tout un art que personne gère, quoi. C'est impossible parce que même si t'es maman et papa 25 fois d'affilée, je crois que t'as pas le temps de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc, on est tous défaillants, on est tous des nazes de parents, et c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, faut traverser les expériences douloureuses et géniales comme des témoins, parce que personne n'aime être un mauvais papa ou une mauvaise maman. Personne n'aime ça. Donc, il faut arrêter juste de se taper dessus. Nos programmes inconscients sont pour beaucoup là-dedans. On répète ce qu'on a vu, surtout quand on perd nos ressources. Et n'oubliez pas que c'est ce qui va faire la loi de l'évidence au sein de la famille, c'est la somme de vos programmes inconscients, des programmes inconscients de votre conjoint, de votre conjointe, les programmes inconscients des lignées familiales, les programmes inconscients de votre fils, les programmes inconscients de votre fils en lien avec sa sœur, etc. C'est sans fin, en fait. Et nous, on croit qu'on peut contrôler un truc au milieu de cette complexité qui nous dépasse totalement. Encore une fois, pétons un coup, et juste on fait ce qu'on fait, et on s'aime pour ça, on se pleure dans les bras quand c'est compliqué, on hurle dessus parce qu'on perd nos ressources, et on est activé dans nos blessures d'enfance. Vous n'avez jamais fait d'erreur, vous n'en ferez jamais. De toute façon, voilà. Si ça vous plaît pas comme concept et que vous préférez croire que vous avez fait une erreur, je vous laisse souffrir en paix. Mais par contre, venez pas me faire chier avec ça parce que c'est faux. C'est l'histoire, quand tu dis ça, ça me rappelle, tu sais, l'histoire du cadre, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, quand que je lisais mes livres de psycho, là, ça disait que les enfants devaient avoir un cadre et quelque chose de très stable. Comme si on pouvait contrôler, comme il le dit si bien, une émotion ou un soir, je vais dire à mon enfant, la console, c'est pas bien, c'est un quart d'heure. Et le lendemain, j'ai ma copine qui vient, je me bourre la gueule et je lui laisse la console pendant 4 heures, quoi. Et ouais, ça arrange tout le monde. Et le lendemain, ça reprend. Non, on a dit qu'un quart d'heure. Et du coup, c'est être d'accord. Si moi je donnais un tip, c'est être d'accord pour être complètement contradictoire. Être d'accord pour que ce soit complètement instable. C'est ça qui va créer de la stabilité. C'est-à-dire que Eric, il dit, tiens, un soir, ça crie, le lendemain, ça crie pas. Mais en fait, si à chaque fois, je dis à la communauté, à la famille, oui, en fait, hier soir, je suis pas le même que ce soir. Hier soir, j'étais énervée. Et oui, tu as raison, je suis complètement contradictoire. Parce que je suis contradictoire avec les parts blessées qui arrivent. J'ai une part blessée qui n'a jamais été reconnue. Mon fils, un jour, me dit pas bonjour, ça va m'énerver. Le lendemain, c'est une part de moi qui est très joyeux parce que il a réussi à dire non au travail. Arrive, il va me dire la même phrase et ça va n'avoir aucun impact. Donc, vraiment, et en fait, l'idée, c'est comme notre fameux électrocardiogramme, quoi. La vie recherche l'équilibre, il y a des hauts, il y a des bas. Ça s'équilibre à chaque instant, à chaque seconde dans la famille, mais il n'y a pas quelque chose d'écrit. Tout change. Il faut juste être d'accord que ça change. C'est tout, en fait. Et tiens, ce soir, là, maintenant, tu as raison, je suis vraiment une mère de merde. Non, mais t'as raison, je te dis tout l'opposé et tout, t'as raison. Il y a une part de moi, aujourd'hui, c'est vraiment une mère de merde. Et quand j'accueille cette part en moi qui est d'accord pour comprendre
pour savoir qu'elle a fait pas des erreurs, qu'elle a fait de son mieux, mais qu'à un endroit, elle a été nulle, bah, du coup, je suis d'accord aussi pour être une bonne mère. Donc, je suis complètement équilibrée. Donc, il y a moins de parts blessées, donc il y a moins d'ego qui veut avoir raison. Et oui, tu as raison, mon chéri, hier, je t'ai dit l'opposé. Tu as raison, je suis pas stable, je suis vraiment une mère de merde. Ça autorise aussi l'enfant à être changeant. Ça autorise l'enfant à péter le cadre en étant sécure, puisque je me sécurise émotionnellement en disant ça. Hein. Donc, en fait, je lui apprends... c'est l'exemple avec... Il y a toujours une putain de phase B. On est dans un monde duel. Il y a une phase A, il y a une phase B. Tout porte la double énergie. Je ne peux pas me séparer parce que mes enfants vont souffrir. Donc, comme on le disait tout à l'heure, vous leur faites porter la responsabilité de votre non-joie de rester. Donc, on apprend à nos enfants de s'oublier. Mais la phase B de ça, c'est que tu apprends à tes enfants que dans la vie, quand on n'aime plus, on a le droit de partir. Il y a les deux. Et je n'ai aucun pouvoir sur l'autre, comment il va faire le transfert de l'expérience. Zéro. Et c'est avec ça qu'il faut être en paix. Aujourd'hui, on est une famille. Aujourd'hui, au sein de la maison, bah, vous avez raison, j'ai vraiment été nulle aujourd'hui. Et on verra demain. Et le fait que tu es une maman nulle ce soir, avec ça, comment tu te sens ? Et c'est là où oui, bah, hier tu m'as dit l'opposé. Et le fait que je sois contradictoire, comment tu te sens ? Eh bah, triste. Bah, pleure. T'as raison, moi aussi, si j'avais la même mère, ça m'aurait trop saoulée. C'est tout, en fait. C'est ça pour moi, d'être d'accord que tout change, tout bouge tout le temps. Et un jour, je suis parfaite, un jour, je suis nulle. Ça dépend. Mais si on est en paix avec les deux, on est en paix. On est dans un bon jour, là. Je sais pas. Là, ça va. Et du coup, tout ce que vous dites là, ça met complètement à plat tout ce que j'ai dans les recherches que j'ai faites là. Je suis tombée sur des articles avec où ils parlent de type de parentalité, de mode de parentalité. Alors, il y a autoritaire, permissif, démocratique. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, avec genre des modes d'emploi presque. C'est ouf. Ouais. De ce qu'il faut faire. Et après, c'est pas, je vais temporiser, mais pour notre ego, c'est une marche. Des fois, on a besoin d'avoir une étiquette qui dit OK, hein, c'est comme l'énéagramme, hein, je suis 9, je suis 7, je suis comme ça. Donc, on a besoin par moment d'avoir ça, il n'y a pas de souci, mais ça ne sert à rien. En fait, je suis d'accord avec toutes ces étiquettes-là que tu viens de donner, c'est super comme exemple, mais par contre... Elle dure une seconde. C'est ça, c'est une histoire de temporalité. On peut avoir les mêmes dans la même journée. Oui, carrément. Toutes dans la même journée. Quoi. Bah oui. Bien sûr. Dans la même journée, tu peux... Après, si tu commences à te coller une étiquette, c'est sûr, moi, je suis permissif, bah, tu vas rendre ça réel et tu vas avoir tous les endroits où tu es permissif. Et l'équilibre, c'est aujourd'hui, je suis permissif, demain, je suis autoritaire, demain, je suis... dictatorial. Quoi ? Dictatorial. Ça dépend du moment. Et si tu es d'accord avec tout, ça focalise pas. La vie ne te fait pas garder la focalisation. Je suis permissif. Et je le vois partout. Voilà, si tu es d'accord pour l'être, mais une seconde. Tu veux rebondir, Eric ? Ouais. Non, moi, allez, vite fait, je trouve les étiquettes tellement tristes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Accepter une étiquette sur soi, c'est d'une tristesse infinie parce que on se restreint nous-mêmes, en fait. Voilà, je suis neuf, je suis permissif. Mes couilles Mickey, quoi, tu vois. T'es ce que tu es, le lendemain, t'es autre chose. Dans une heure, t'es encore autre chose. Ben oui, non, mais il faut juste accepter notre vulnérabilité. On ne sait pas ce qu'on est, on ne sait rien, en fait. Il faut arrêter de se faire croire qu'on peut mettre des choses dans des cases. Ça rassure un ego blessé. Ok, on en a besoin à un certain moment. Mais j'ose espérer que ça ne s'arrête pas là parce que voilà, on est bien plus vaste, complexe, libre, incompréhensible que ça, quoi. En fait, quand si certains nous écoutent et se collent une étiquette, je suis comme ceci, de toute façon, j'ai jamais confiance. Tout ça, c'est des étiquettes. Et il faut juste garder en tête, à chaque fois que vous vous dites le jeu en vous-même, je suis un parent permissif, ou pas. C'est tout bête, hein. Tu J'aime vois. bien l'utiliser, lui. En fait, c'est nécessaire pour rassurer l'ego, donc 5% de conscience. Et du coup, en même temps, ça restreint les 95 autres. Mais ça peut être une étape.
C'est là où je suis moins intransigeante qu'Éric. Même si j'arrive au même endroit. Donc, pour l'instant, je me colle une étiquette. Effectivement, ça ne sert à rien, mais ça rassure aussi un ego, puisqu'il y a tout qui est double. Donc, pour se détacher de l'étiquette, vous gardez en tête ou pas. Mmh. Mais voilà, je rebondis sur... Il n'y a pas d'intransigeance, je trouve ça triste, c'est tout. Mais ça a le droit d'exister, vraiment. En boucle, du coup ? Il me reste j'ai d'autres questions, mais peut-être question, une dernière. Sur quand un couple se sépare, comment gérer au mieux, en fait, Elle est petite, elle est courte, en tout cas, sur ma feuille. Okay. C'est les pires. Comment gérer au mieux la transition entre la relation de couple et la coparentalité ? Et surtout, l'enfant au milieu de ça, quand il a une éducation chez le père, une éducation chez la mère. Enfin, éducation, une manière de... Comment gérer la séparation, quoi. Avec l'enfant au milieu. Ouais, en tant que parent. Ouais. Continuer la coparentalité en étant divorcé. Laissez tomber, ça va se faire, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de tips. Encore une fois, il n'y a que des trucs uniques. Ça va bien se passer, ça va pas bien se passer, ça c'est des étiquettes. Vous allez enchaîner de nouvelles expériences. Vous inquiétez pas, vos enfants ont les ressources. Si vous culpabilisez, vos enfants vont être en PLS. Si vous culpabilisez pas et que vous trouvez ça juste parfait comme expérience, même si sur le moment c'est très douloureux, vos enfants seront en paix. Pour le même sujet, il y a des enfants qui vont dire « Oh là là, c'est terrible, mes parents ont divorcé, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire ?» Et ils pleurent tous les soirs. Le même enfant, dans le même environnement, pourrait dire « Génial, j'aurai 2 fois plus de cadeaux de Noël, maintenant j'ai 2 chambres, etc. etc. » Tout est possible, en fait. Et ça reste des enfants, même quand les enfants sont grands, qui sont les éponges, en fait, de l'état intérieur des parents. Donc si, effectivement, la séparation, c'est 10 années de colère, de haine, de rancœur, c'est ce qu'on offre malheureusement à nos enfants, quoi. Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que vous n'avez toujours pas le choix. Mais vous pouvez aujourd'hui demander de l'aide pour apaiser cette rancœur, pour que, même si vous trouvez difficile de cesser la rancœur, parce qu'il y a une forme d'injustice, en général, on peut le faire, on trouve les ressources de faire ça pour nos enfants, si on a compris que l'environnement familial était impacté par ça. Mais personne n'est responsable de ça. Hein. C'est l'expérience qui se vit. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de coupable. Donc, comment gérer suite au divorce, franchement, abandonner toute tentative de contrôle, c'est mort de base. C'est une découverte, minute par minute, émotion par émotion. Le seul truc, c'est ne pas cacher ses émotions, pleurer devant ses enfants parce qu'on est très triste du fonctionnement, rire avec ses enfants, même si dans cette situation, normalement, on ne rigole pas. En fait, se permettre d'être qui on est et parler à nos enfants comme s'ils n'étaient pas débiles. Là. Et alors, tu sais pas quoi ? Papa et maman, non. Papa et maman, ils sont plus d'accord. Leur vie se sépare, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pour toi. Effectivement, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Mais ça peut être autant génial que chiant. Mais la vie, c'est comme ça de toute façon. Donc t'inquiète pas, on t'aime tous les deux. Des fois, on a nos égos blessés qui vont se charcler, s'insulter. Ça n'a absolument rien à voir en fait avec le respect qu'on peut avoir l'un de l'autre. C'est nos blessures respectives. Toi, continue à jouer. Basta. Après, là, j'arrête là parce qu'on peut en parler. Là, si on est sur la séparation et le divorce, c'est une complexité infinie, quoi. Et j'ai, encore une fois, à ce sujet-là, aucun conseil à donner parce que j'ai été un séparé pitoyable. Mais l'expérience est là et c'est comme ça. Voilà, je suis un séparé de merde. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes ressources. Ou pas d'ailleurs, hein, mais bien sûr. S'il faut, j'ai été le meilleur. J'en sais rien. Mais peu importe, on n'a pas le choix de tout ça. Avant de laisser finir Orlan pour toujours pas avoir de problème. et puis surtout pour passer une bonne soirée. Pas en tant que parent, mais en tant qu'homme. Je voulais juste ajouter que effectivement, nos enfants ne nous appartiennent pas et nous appartiendront jamais. Et peut-être poser de la conscience sur qu'est-ce qu'on projette sur eux. Qu'est-ce que le fait
d'être en leur présence nous permet de cacher, de ne pas aller voir, etc. On a reçu plein de gens qui ont vraiment du mal à laisser les enfants partir à un moment donné, ou même à les laisser être libres quand ils sont petits. J'ai besoin de ma fille, de mon fils pour être qui je suis. Proposition d'aller voir, juste en se projetant, ok, s'il n'était pas là et qu'il partait interne ou à l'autre bout du monde, comment je me sentirais? C'est mieux de le faire le plus tôt possible plutôt que de se le manger au dernier moment et de faire porter la culpabilité dans l'inconscient à l'ado ou au jeune qui part faire ses études et qui se sent obligé de rentrer tout le temps, d'appeler tous les jours, etc., etc. Le véritable amour veut l'autre libre. Libre, libre, libre. Les codépendances sont l'opposé de l'amour. Donc, allons voir en tant que parents qu'est-ce qu'on veut fuir en sentant l'amour de notre enfant là. Et non, on lui fout la paix, on lui rend sa liberté, on est là s'il a besoin, mais on peut essayer de ne plus se nourrir de sa présence parce que c'est impactant pour eux, je pense. Toujours pas d'erreur, et voilà, etc. Bravo à tous les parents de leur courage infini. Je sais que la plupart d'entre vous ne reforment pas l'erreur. Voilà. Lorly, Léane, Anaé, je vous aime d'un amour inconditionnel et je suis désolé pour toutes les fois où mon ego vous a blessé. Voilà, c'était pas mon intention. Et, soyez libre d'être qui vous êtes, je vous aime. Du coup, je finis pas, hein. C'est trop bien ce que tu viens de dire. Ah bah si. Bon, non, maintenant, on va avoir la out trop. Petit jingle peut-être. Merci Eric, c'est trop beau. Merci à tous les deux pour ce beau moment, cette belle conclusion. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des actualités de l'école de soi. Vous pouvez vous procurer le jeu Clairvision, le livre et retrouver toutes les infos sur les prochains stages et rencontres, les masterclass également, sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros partages sont disponibles sur Spotify et YouTube. Merci à tous les deux, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci Alex. À bientôt, merci.